Bonjour à tous. Voilà, c'est la 4e demi-journée, on parle comme à l'école. Merci. De demi-journée. Donc, on m'a demandé de venir en tant que grand témoin. Je dois vous avouer que ma modestie en souffre un petit peu, mais tout de même, j'ai des choses à dire. En tant que productrice d'une émission dans laquelle on parle de l'école, mais plus généralement de transmission des savoirs, évidemment, ce que j'ai entendu depuis mon arrivée lundi m'a énormément intéressée. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps. Je fais une conclusion qui n'est pas académique. Je ne vais pas citer tous les gens qui ont parlé. Je vais vous dire ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, ce sera la première partie, c'est comment on peut dessiner une école idéale quand on choisit de mettre en lumière des projets qui fonctionnent. Donc, voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'école et la transmission. Quand l'école s'empare de projets qui sont intéressants, dont on comprend le sens. Et la question du sens à l'école, moi, je la fréquente quotidiennement. Et c'est tout ce qui pose problème. Problème aux élèves et donc aux professeurs parfois. Ces professeurs, quand ils ont pu mener ces projets dont on a vu peut-être les meilleurs par ces petits films, et vraiment merci de nous avoir donné à voir et à entendre tous ces projets, parce que c'est évidemment très important de voir des élèves et des professeurs quand on parle de l'école. Ces professeurs ont eu du temps. Le temps, c'est très précieux. Les dernières interventions l'ont souligné. Le temps, on en manque dans l'action d'éduquer. On en manque à l'école, on en manque en tant que parents. Ça nous interroge sur le rythme de nos vies. Et finalement, on parle d'histoire, on parle de temps et on s'inscrit dans un temps court et long. Pour parler du temps long, il faut du temps court. C'est ce que demandent les enseignants pour réaliser des travaux qui sont aussi collectifs. Travailler de manière collective à l'école, ce n'est pas dans la culture de tous les enseignants. J'ai posé une question hier en ce sens. Ce n'est pas facile. Donc là, on a vu, encore une fois, des projets qui fonctionnaient. On sait, moi j'ai parlé aussi en marge des rencontres à des enseignants, on sait que c'est compliqué. Donc vraiment bravo à tous les enseignants qui se mobilisent. Et je reviens à la question du temps, qui prennent sur leur temps personnel. Et on est beaucoup à le faire, à travailler sur notre temps personnel. Mais il faut s'interroger sur à quel point l'école compte sur ce temps personnel des professeurs, de certains professeurs. Alors ça dessine l'école heureuse, parce que tous les enseignants ne peuvent pas le faire. Une manière donc de travailler aussi en lien avec, alors si ce n'est la hiérarchie, l'académie. Alors là, dans ces projets heureux, les rapports sont heureux et amènent. Et on est dans une vision très positive de l'éducation nationale. Je vous le redis, ce n'est pas ce que j'entends tout le temps, mais je suis ravie de voir évidemment et que soient mis en lumière des projets qui montrent qu'on peut travailler comme cela, avec une reconnaissance. Ça a été dit à la fin par une enseignante, la reconnaissance. C'est dommage qu'on n'ait pas du tout entendu de parents, en fait, on a entendu un maire, de gens un peu plus extérieurs qui soient ni historiens, ni académiques, ni professeur à l'école. Parce qu'en fait, on fait aussi tout ça pour que ça ait une résonance dans la société. Donc ce serait intéressant de voir comment ça infuse, ça diffuse, et finalement, ça arrive aux oreilles de tout le monde, puisque ces commémorations, elles ont un public. On a parlé des commémorations du 11 novembre dernier. On les a vues à la télévision. Moi, j'ai regardé toutes les commémorations, toute mon enfance à la télévision, tous les 11 novembre. Bon, là, c'était une nouvelle commémoration avec des enfants qui avaient un rôle un peu nouveau. C'était pour le public. Donc, peut-être s'interroger sur comment on étudie aussi la réception au-delà de l'école, même quand on parle de pédagogie. Alors, je reviens sur la question du sens. Ça m'a semblé extrêmement intéressant parce qu'on sait qu'il faut accrocher le savoir. Et si les élèves ne retiennent pas un certain nombre de connaissances qu'on leur donne, alors en histoire, c'est particulièrement important. Je regarde Emmanuel, bon, 1515 Marignan. Tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé en 1515. Et moi-même, on me l'a rappelé il n'y a pas tellement longtemps. Et 1789, faites un sondage auprès de vos élèves. Vous serez surpris. Donc, qu'est-ce qui fait sens? Et l'idée que,
apprendre, transmettre, c'est donner du sens. Je le dis parce que cette question, elle n'est pas anodine, elle est politique en fait. Elle fait l'objet de débats aujourd'hui, elle fait l'objet de débats historiques autour du roman national. Ces débats politiques, on les a soigneusement évités. Pourtant, quand on parle d'enseignement de l'histoire à l'école, on se les prend vraiment dans la figure à chaque fois. Donc, je pense aussi que ces questions, on devrait en parler. On a parlé des débats autour de la transmission de la mémoire de la guerre de 14, mais moins autour du roman national. Et moi, je pense que ces débats nous occupent beaucoup, énormément, quand on parle de la transmission historique. Sur la question de l'école et de la pédagogie encore, savoir ce qui fait école. J'ai beaucoup étudié à travers mes émissions des projets heureux. Alors on parle d'innovation, c'est jamais super innovant, et je reviendrai à cette question d'innovation, elle est connectée à la guerre de 14-18. Et puis des projets qu'on pourrait multiplier pour que l'école fonctionne mieux. Finalement, on s'aperçoit que ce qui fonctionne à un endroit est très difficilement exportable dans une autre école, à un autre degré, dans une autre académie, parce que les ingrédients sont à chaque fois uniques. Donc on se dit, bah voilà, là il y a une commémoration, ça a fonctionné dans certains endroits, comment on fait pour que ça fasse école ? Eh bien, si vous arrivez à résoudre cette équation, vous réglez un certain nombre de problèmes de l'éducation nationale. Alors, je passe à mon deuxième point. Je voulais parler de la manière dont tout ça s'accroche à des choses très personnelles, finalement. Alors, je voulais vous montrer des images. Je ne sais pas comment on fait. Alors, c'est celle-là, mais je ne sais pas s'il faut appuyer sur Entrée. Donc, pour moi, c'est le savoir dans la vie. Sur quoi on peut s'appuyer. Alors, moi, j'ai posé une question le premier jour. Je n'ai pas eu une réponse très satisfaisante d'Antoine Pro. J'ai posé la question des familles. Mais finalement, tout le monde a parlé de la manière dont on pouvait s'appuyer sur la mémoire, à la fois des familles, des nôtres, mais de familles de certains élèves ou des enseignants. On a quand même parlé d'élèves à Nouakchott dont les parents avaient des objets qui dataient de la guerre de 14. Moi, ça m'a particulièrement émue. En fait, moi, je suis aussi de la génération du bicentenaire, comme le monsieur qui a parlé, mais c'était un peu mieux. Moi, j'ai fait des trucs très, très bien à l'école. Et j'ai vu le défilé sur les Champs-Élysées. Et on était dans une commémoration extrêmement festive. Donc c'était super, les années 80, vraiment. Et donc, on avait aussi à cœur de dire des choses sur... non, mais pour les élèves, moi j'étais en zone d'éducation prioritaire pendant longtemps. C'était une très belle commémoration vue de mon école. Et c'était aussi de grands débats historiques qui m'ont sensibilisée à la question que l'histoire était une discipline à la fois scientifique, mais qui faisait l'objet de débats que même à mon jeune âge, je pouvais comprendre. Alors ça, c'est le carnet de campagne de mon arrière-grand-père. Mais mon arrière-grand-père, en fait, c'est le grand-père de ma mère. Et ma mère, elle parle à mes enfants. Donc cette mémoire, on en parle, en fait. Et on en a parlé cet été parce que le carnet est ressorti. Et moi, j'ai trouvé ça très beau de voir qu'on pouvait comme ça se donner un objet d'une personne à une autre personne à 100 ans. Donc cette histoire, pour moi, elle est dans nos vies. C'est important d'en parler parce que je pense que pour se souvenir à la fois des dates et des événements, le raccrocher à la fois à une histoire qui est la nôtre ou qui est celle de gens qu'on connaît ou qui est celle de l'endroit où on vit. Et c'est pour ça que je voulais passer au monument aux morts. Alors, hop, ça c'est un monument aux morts d'un village. Alors, c'est pas mon village, c'est un village à côté du mien. J'aime beaucoup la liste de prénoms. Vous pouvez sûrement retrouver le prénom d'un enfant que vous connaissez. Ils sont très à la mode, ces prénoms, Troisième République. Et donc, ce savoir dans la vie, il s'appuie sur des incarnations. Et ça m'a beaucoup intéressée de voir qu'on demandait aux élèves d'incarner à travers les projets de commémoration eux-mêmes cette mémoire. C'est-à-dire en les faisant, en les rendant acteurs des commémorations, on leur demande d'incarner quelque chose. C'est pas rien. Ça, j'aurais bien aimé le faire à l'école. Ça montre aussi une idée de la pédagogie que je trouve extrêmement avancée. Encore une fois, je vais y revenir, avancée et intéressante. Demander à des enfants d'incarner et donc créer de l'émotion et du souvenir chez eux. Et ça
va aussi marquer leur histoire et peut-être l'histoire. Peut-être que dans quelques années, on fera des colloques sur l'histoire des commémorations et peut-être qu'on parlera de cette, et sûrement, de cette commémoration comme un moment tout à fait spécifique où on a regardé donc l'émotion d'un œil nouveau et on n'est pas dans l'émotion. Plusieurs personnes ont fait référence aux cérémonies devant le monument aux morts où elles allaient quand elles étaient petites et il fallait dire mort pour la France et moi aussi mon père m'a parlé de ces cérémonies et finalement là c'est une autre émotion. Et je la trouve peut-être mieux portée parce qu'elle s'appuie en même temps sur une histoire qui me semble plus scientifique, une histoire scolaire qui assume une scientificité. Et donc ça aussi, c'est très politique, parce qu'on n'est pas dans le roman national dont nous parlent certains hommes politiques, et puis qui assume sa relation à d'autres disciplines. Donc on a parlé de littérature, et c'était très, 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 très bien dans le dernier film d'entendre une enseignante parler de la littérature, parce qu'évidemment, à mon sens, je regarde quand même l'heure, donc j'ai dépassé, quand on parle de la guerre de 14-18, c'est difficile de ne pas évoquer la littérature, même quand on parle d'histoire. Et enfin, des moments forts dans la scolarité des élèves qui leur apprennent deux choses, que l'histoire leur appartient et que l'histoire nous oblige. Ça, je pense que c'est une grande conclusion qu'on peut avoir vraiment, qu'on peut se faire à hauteur d'enfant. C'est important de réfléchir en tant qu'élève, enfin j'espère. Et donc je finis sur mon troisième point, même si j'ai dépassé. À la radio, on a une grosse horloge devant nous, c'est uniquement pour cette raison qu'on est à l'heure. Alors, il y a un petit truc, une petite chose qui a manqué. Vous pouvez mesurer à mon langage que ce n'est pas du tout académique comme intervention. C'est l'histoire de la pédagogie. Si les jeunes gens qui sont partis au front étaient allés dans une école publique et obligatoire dans laquelle on a véhiculé, on leur a transmis un certain nombre de valeurs républicaines. Mais ce n'est pas vraiment les mêmes valeurs républicaines qu'aujourd'hui. Moi, je pense que ça aurait été intéressant d'en parler et que c'est intéressant d'en parler aux élèves. Ces valeurs, des valeurs très patriotiques, expliquent aussi une forme d'engagement et une forme d'enthousiasme pour certains par rapport à la guerre. Il y a plein de raisons à la guerre et il faut évidemment les expliquer. Mais c'était quand même des élèves qui sortaient d'une école qui avait un certain rapport à la République et à la nation française. Je parle sous le contrôle de tout un tas d'historiens et je ne suis pas historienne, mais enfin, je pense que c'est juste, même si je ne vais pas avoir le temps d'être plus précise. Cette école, elle a changé en fait après la guerre de 14-18 et je voudrais en venir. Alors, je voudrais vous montrer. Ah, voilà. Voilà. Alors moi j'ai eu l'occasion de faire une émission sur ce film. En fait c'est un film de Johanna Grunziska et que je vous conseille vraiment. Il est passé sur Arte. Je crois qu'on peut le voir sur des plateformes vidéo ou on peut l'acheter sur le site d'Arte. Et c'est un film qui raconte, et c'est pas le seul à le raconter, à quel point les pédagogies qu'on dit nouvelles, donc la pédagogie de projet, la pédagogie collaborative, tout ce dont vous avez parlé pendant ces 4 demi-journées, parce que les projets, c'était exactement ça. Ces pédagogies nouvelles qui existaient un petit peu avant la guerre de 14 ont prospéré après sur l'idée qu'il fallait éduquer un élève nouveau, mais pas comme un homme nouveau, un élève qui soit conscient de la valeur de la paix et qui lui-même soit un acteur de la paix. Bon. On sait très bien ce qu'il est advenu après, mais en même temps, ces pédagogies, elles sont extrêmement présentes parce que c'est freiné, parce que c'est Montessori, parce qu'elles ont infusé dans l'école. Donc la guerre de 14-18, en fait, c'est un tournant dans l'école et la pédagogie. Donc je tenais à vous le rappeler parce que finalement, ça fait partie du sujet de ce colloque qui s'interroge sur la pédagogie des commémorations. Il faut s'interroger sur la pédagogie en général et comment la guerre nous transforme. Cette guerre-là, elle a transformé l'école et l'enseignement. Pardon pour la longueur de mon intervention. Bonjour à toutes et à tous. Je suis moi aussi très honoré et très impressionné d'avoir été traité de grand témoin pour ces journées. Je suis d'autant plus honoré que normalement on intervient ici pour une synthèse et que je ne pouvais pas venir hélas les 2 jours précédents et qu'on m'a demandé de venir quand même.
Et je suis particulièrement honoré du soutien que la structure, dont je vais vous parler rapidement par la suite, est obtenu, donc du soutien obtenu par cette structure pendant maintenant 6 années que nous avons travaillé ensemble autour de la question de la bande dessinée et de la Grande Guerre. Je dirige un centre de ressources sur la bande dessinée à Amiens, dans la Somme. Je suis sur le front. Je pourrais me penser extérieur à tout cela par rapport à ces questions, de ne pas faire partie du monde de l'éducation nationale, de ne pas être dans une de vos structures mémorielles, mais en même temps, je suis né à Cambrai, j'ai déménagé à Amiens. Donc la traversée du front, le passage à Bapaume était une évidence, et dans la famille, moi aussi. Il y avait ces rites liés à la Grande Guerre qui ne les a pas. Le nôtre, c'était de mettre la main dans le dos du grand-père qui avait eu un éclat d'obus à ce niveau du dos, qui avait perdu de la peau, et on pouvait toucher la plèvre par l'arrière. C'est du moins cette transmission familiale qu'on m'a donnée, puisque je ne l'ai pas connue, et cette transmission que j'applique à mon tour à mes 5 enfants. Pour en revenir donc à ce sujet, j'ai entendu ce matin une infinité de points communs entre tout ce qu'on a pu mettre en place autour de ce lien bande dessinée Grande Guerre et ce sur quoi vous avez les uns et les autres travaillé. J'étais moi aussi très touché dans ces vidéos d'entendre ces jeunes parler de la façon dont ils envisagent ces témoignages, de la façon dont ils portent la parole de ces personnes disparues, et la façon dont aussi ils peuvent être touchés par la dimension littéraire. Une enseignante en parlait également. Donc cette question d'une porte qui ne demande qu'à s'ouvrir, mais comment l'ouvre-t-on, cette porte, pour avoir accès à ce qui s'est passé, à la compréhension de ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'on peut prolonger tout ça? Ça a été aussi très rapidement la question que l'on s'est posée. Le médium bande dessinée sur lequel on œuvre, Vincent Marie, pour ceux d'entre vous qui étaient là hier, en a parlé et en parle très très bien. Il a travaillé sur ce documentaire Là où poussent les coquelicots. La démonstration n'est plus à faire de la capacité de la bande dessinée à aller se projeter face à ces questions. La maturité du médium aussi est telle qu'il ne se passe pas de mois sans que des œuvres majeures soient publiées sur le sujet. Et puis en même temps, il y a ce positionnement inédit du médium bande dessinée entre le monde du livre, l'écriture abstraite, et puis l'écriture dessinée. Très rapidement, nous avons pensé qu'il y avait quelque chose à faire. En 2009 déjà, nous avions été structurellement conseillers scientifiques d'une exposition L'Historial de la Grande Guerre à Péronne, une exposition tardive, puis une exposition collective. Et puis en 2014, on a monté avec le soutien de la mission 4 grandes expositions. On a aussi beaucoup parlé de Barthes, qui a influencé Chris dans l'écriture de Notre mère la guerre. Donc un aller-retour entre une réalité historique qui engendre une fiction, et puis qui derrière peut engendrer à son tour tout un travail ou de mémoire, ou d'histoire, ou d'émotion. Et j'en reparlerai aussi, d'émotion autour des livres. On a eu une chance inouïe, c'est de profiter du travail, et donc cette image en témoigne du travail de Joe Sacco, auteur américain, né à Malte, qui a déménagé en Australie, qui a été frappé par tout l'enseignement qu'il a eu autour de l'Anzac Day, qui un jour, loin dans sa carrière, a eu envie de traiter cette question de la Grande Guerre, n'a pas réussi à le faire de façon narrative, et a envisagé une fresque inouïe qui, dans le couloir de la gare Montparnasse, le 2 juillet 2014, là, nous y sommes, a pu être présentée pendant 2 mois à tous les visiteurs qui ont pu être touchés, là aussi, sans toujours comprendre ce qui se passait, mais ce regard d'un Américain sur la bataille de la Somme, sur ce 1er juillet 1916, avec toutes ces implications. C'était un des temps forts de notre travail sur le sujet. Puis plus tard, et Joseph Zimet était des nôtres ce jour-là, on a pu avoir sur scène Dave McKean, qui est à la fois un illustrateur, qui est un metteur en scène, un homme de cinéma, un illustrateur de pochettes et auteur de bande dessinée, qui a proposé un spectacle sur scène, Black Dog, sur les rêves de Paul Nash. C'est ce peintre anglais qui a été, comme tous les artistes qui se sont retrouvés dans ce melting pot de la guerre, qui est un artiste dont la vie a été changée, et donc c'était revisité par Dave McKean. Et puis nous aussi, on s'est posé la question, on était en 2016, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette saturation mémoriale dont vous avez parlé, celle qui peut toucher aussi les enseignants en se disant mais on ne va pas m'imposer encore de travailler là-dessus? Et puis a émergé dans nos têtes l'idée qu'il fallait aller sur la question des traces, sur ce qu'il en reste. C'est cette petite phrase qui finalement n'est pas le sous-titre du livre sur lequel on a travaillé, qui nous a donné envie de poser la question à des auteurs, à des créateurs. Et vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce qu'il en reste? Et donc ce qu'il en reste, pour nous, a fait l'objet d'un livre, 42 auteurs de bande dessinée, 12 nationalités, 18 histoires courtes, 18, ouais, c'est un plan marketing assez imparable.
essayer de rentrer dans ça, dans une émotion provoquée par le fait d'évoquer, de se souvenir, d'aller sur les traces de ses propres ancêtres, d'aller creuser sur le sujet, un peu comme Joe Sacco l'avait fait. Et on a eu la chance là-dedans d'être accompagné par le 14 to 18 Now, une structure sœur du côté du Royaume-Uni, à l'époque où les rumeurs du Brexit commençaient à arriver. On avait sous-titré notre projet Bandit. Ça n'a pas trop marché. Enfin, la bande dessinée ne peut pas sauver le monde, mais on le savait avant. Donc on a une édition simultanée de 2 livres, l'un en français, l'un en anglais. On a eu des événements littéraires de part et d'autre, à Albert de notre côté, à Kendall dans le Lake District, avec les auteurs qui sont venus. Et puis tout cela nous amenait pas encore à cette question des traces et de la durée, et à raccrocher tout cela à ce que vous avez pu évoquer, à cette problématique de l'après, si ce n'est que bien évidemment, ce livre a posé des questions ici aux journalistes en question sur la façon dont on peut conserver les traces de la Première Guerre mondiale. Et puis, avec l'aide de la Maison de la Culture d'Amiens, on s'est dit, si on mettait ces auteurs sur scène, si on mettait dans la bouche d'un comédien des textes, il y avait Éric Maria Remarque, il y avait Barbus et quelques autres, et si on mettait des musiciens qui improvisent et des dessinateurs qui improvisent et des images d'archives, est-ce qu'on toucherait un public? Est-ce qu'on arriverait à quelque chose? Est-ce qu'on arriverait à prolonger cette dimension des traces? Et on s'est retrouvé sur scène le 9 octobre dernier avec une salle quasi pleine, 900 personnes, dont 300 collégiens qui étaient venus, je le crains pour eux, un peu contraints et forcés à ce genre de spectacle auquel il faut bien aller parce que la prof ou le prof a décidé de vous y inscrire. Et au début, on sentait comme un flottement, comme un petit mouvement de ça va être long là, ça va être long. Et moi aussi, je m'inquiétais, j'étais dans la salle. Quelle réception des images, parfois des images de gueule cassée, quelle réception de ce dessin en direct d'auteur. C'est difficile à transcrire là, à l'image, mais ici, on a Riff qui est en train de finir un dessin qui ne lui prendra que 10 minutes in fine, au son de cette musique improvisée, avec ses textes dits en même temps. Est-ce que ça va les toucher? Et ça a été absolument extraordinaire, au sens où pendant 1h15, on n'a rien entendu dans la salle. On a vu des moments pleurs à la sortie de ça. C'était pas l'idée non plus, mais pour certains d'entre eux, pour les plus sensibles, et je dois dire que ça a remué beaucoup de monde. J'ai vu un président de conseil départemental, extrêmement touché, également extrêmement ému, qui nous a demandé derrière de réfléchir à un après. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire après de ce côté institutionnel? Je passe rapidement sur la dimension anglo-saxonne de l'histoire. Il y a eu donc et en même temps, c'est important aussi, ici, Ian Rankin, qui est un des plus grands auteurs de polar, et les enquêtes de l'inspecteur Rébus, qui a participé aussi, donc on a été chercher des gens qui venaient de tous les champs de l'écriture, et Charlie Adler, le dessinateur de The Walking Dead. Là aussi, c'est très important, puisque pour toucher des jeunes, l'idée de dire, allez, on va lire une histoire courte, dessinée par quelqu'un d'aussi important dans la culture pop, c'était particulièrement intéressant et productif. Les anglo-saxons s'en sont aussi emparés du côté éducatif. C'était la première fois qu'une universitaire à l'université de Lancaster, Natasha Letkovich, a produit des ressources pour qu'ensuite des enseignants travaillent sur la version anglaise de tout cela. Et donc, en termes d'héritage, de traces et de transmission, il va y avoir à la fois dans la Somme, à partir de mai prochain, une exposition à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, centrée sur ce livre, sur la façon dont les fictions peuvent faire réémerger des pans de l'histoire, parce que dans l'histoire de Charlie Adler, à un moment donné, il y a un médaillon, et donc on va s'interroger sur la façon dont les soldats pouvaient véhiculer avec eux l'image de leurs proches. Exposition pendant un an autour de tout cela, ça s'appellera Il était une fois, et je trouve ce dessin de Ricard Defa, un Catalan qui a participé au collectif, particulièrement étonnant dans sa capacité à essayer de faire la passerelle entre ce que fut ce conflit, ou du moins la symbolique du conflit, et en l'incarnant avec un personnage féminin. Et puis, dans la foulée aussi, le conseil départemental de la Somme a décidé d'offrir 6 histoires courtes extraites du livre à tous les élèves des classes de 3e lors de leur entrée en septembre dernier. Et ça a tellement fait d'effet, et c'est un peu étonnant pour moi, parce que 25 ans plus tard, après la création de notre structure, penser que 7700 bandes dessinées dans les mains de collégiens de 3e ne fassent pas se lever des pics ici ou là en disant « Ouh là là, on n'a pas le droit de traiter un sujet comme ça » ou « Ouh là là, la bande dessinée dans mon collège », ni l'un ni l'autre. On a déclenché un tel enthousiasme qu'à la fois les uns et les autres nous demandent de travailler à des petites formes du spectacle pour aller là aussi toucher, émouvoir, faire bouger les lignes, transformer un petit peu les gens, et que cette opération avec les livres offerts en classe de 3e est reconduite par la collectivité. Voilà un petit peu, et j'ai l'impression que ça fait quelque peu écho aussi à des choses que vous avez dites. Voilà de quoi je pouvais grand témoigner aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir sollicité donc, pour ce rôle de grand témoin qui a suscité un peu d'étonnement dans mon entourage. On m'a dit, mais pourtant, tu n'as pas 100 ans. Et en réalité, ils ne savaient pas que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce d'une certaine façon, à la Grande Guerre et à sa commémoration, non pas celle que nous venons de vivre, mais en 1984, un concours lancé par les Archives de France, à l'époque, qui s'appelait le concours de l'historien de demain, qui portait précisément sur la Grande Guerre dans votre région, et à l'occasion duquel, donc collégienne, je suis venue pour la première fois aux Archives départementales de la Gironde, où est apparue, je le dis, ma vocation pour le métier que j'exerce aujourd'hui. Voilà, donc c'était une petite confidence que je voulais faire, qui me semblait importante, et j'espère que ces 5 années auront suscité autant de vocations d'archivistes, je pense, j'espère, parmi les élèves qui y auront participé. Cet exercice de grand témoin, il m'a intéressée aussi, et je voulais vous proposer une restitution peut-être au travers d'une citation alors littéraire, ce que je ne suis pas. Vous connaissez Boileau, hein, la règle des 3 unités. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Alors, ces assises, d'un certain point de vue, respectent cette règle, même si on a un petit peu débordé la journée. Et le théâtre est toujours rempli, donc avant cette fin de ce baisser de rideau. Mais il m'a semblé intéressant, voilà, de revisiter les différents propos très riches. La densité de ces journées n'est pas à démontrer, au travers de ces questions du lieu, du temps et de l'action. Alors, sur le lieu, on a beaucoup parlé évidemment de l'échelle de l'événement lui-même, d'une guerre mondiale, mais l'échelle aussi de sa commémoration pédagogique, de sa lecture au travers des activités proposées dans le cadre scolaire, que l'on soit évidemment dans un département de l'arrière ou dans un département du front, ce qui pouvait amener à proposer des activités différentes. J'ai été très intéressée néanmoins par le fait de ce lien entre l'arrière et le front, hein, et du fait que souvent il y a eu des formes complémentaires d'actions qui ont été proposées, qui permettaient à la fois de préparer un voyage sur les traces du front par une activité que l'on organisait à l'arrière. Mais ces lieux aussi, c'est des redécouvertes. On a cité pour la Gironde la nécropole du Natus et le camp du Cournot, qui est effectivement un grand inconnu, un grand oublié de la Première Guerre mondiale et qui a été redécouvert, y compris donc, par les élèves à cette occasion-là. On a cité aussi d'autres fronts, notamment le front d'Orient, peut-être redécouvert, peut-être pas suffisamment redécouvert. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la présentation sur le travail du lycée français de Tunis, qui, me semble-t-il, là, était une totale redécouverte. Peut-être en creux quand même, j'aurais souhaité, alors je n'ai pas pu assister à tous les ateliers, en connaître davantage sur ce qui avait pu se faire en Alsace-Moselle, un territoire très, très spécifique, sur lequel je reviendrai peut-être. Cette question du territoire, donc de son échelle, la question de l'engagement sur le terrain, qu'a souligné Rémi Casal, je crois que c'est ce qu'ont vécu tous les acteurs institutionnels, enseignants et associatifs pendant ces 5 années, et qui restera certainement, d'une façon d'ailleurs assez proche de ce qui s'est passé aussi pour le bicentenaire de la Révolution française, comme souvenir de ces années. Néanmoins, donc, on a vu qu'il y avait quelques interrogations sur ces échelons, et notamment les échelons institutionnels de l'éducation nationale, le lien entre les degrés, les différents découpages. Mais voilà, ça reste un sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. La question du temps, là aussi, une échelle dilatée. J'ai beaucoup aimé l'intervention d'Antoine Pro, qui malheureusement n'est pas resté aujourd'hui, sur ce rapport au temps, ce rapport à l'événement, le rapport que les soldats de la Grande Guerre pouvaient avoir avec la guerre de 70 et celui que nous avons avec la guerre de 14, mais que nos enfants, qui sont là bien aujourd'hui, donc concernés par ces assises, ont à leur tour. Moi, quand j'ai fait ce concours de l'historien de demain, il y avait encore des témoins. Donc j'ai eu effectivement la vocation pour les archives, mais j'ai aussi mené une première enquête de collectage de témoignages oral auprès d'un berger landais qui avait été gazé sur le front et qui était encore vivant et qui avait encore un souvenir très vif de
de ce temps-là. Le temps de l'événement s'est déroulé finalement sur le temps de la commémoration. Je me souviens que quand on a commencé à parler de cette commémoration, donc dans les années 2012, 2011, 2012, il avait été au départ envisagé un grand moment fort qui était 2014. Et puis on nous avait dit après, on ne sait pas, voilà. Et finalement, le temps de l'événement, donc la durée de cette guerre, a imprimé le temps de la commémoration, avec donc un cadencement, des séquences, des étapes qui ont été revues, que nous avons vécu par exemple ici à Bordeaux autour de l'arrivée des Américains en 2017, qui a été un temps fort dans le temps fort. Et ce temps-là, ces années, je crois, le fait que la commémoration donc soit passée peut-être d'une idée au départ qui était peut-être de tout mettre sur une première année, mais qu'on l'étale donc sur la durée du conflit, a permis aussi, je pense, le foisonnement des initiatives. Je ne reviendrai pas sur la question du temps à l'école et du temps à consacrer au projet, mais peut-être qu'effectivement, le fait que les enseignants puissent s'inscrire dans 5 années scolaires leur a permis petit à petit de se lancer. Et ceux qui n'avaient pas eu assez de temps pour se préparer une première année ont pu le faire dans les années suivantes. Un temps en creux, malgré tout, me semble-t-il, c'est celui de la sortie de guerre. Celui de la sortie de guerre, donc 19, nous y sommes. Le vote des femmes, la question du vote des femmes, le retour des hommes, les gueules cassées. Peut-être que ces aspects-là ont été moins travaillés et ça pose la question effectivement de l'après-commémoration. Et puis ce temps aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, la réactivation de la mémoire personnelle, la mémoire familiale, qui du coup retisse un lien sur la longue durée avec, dans le cadre de ce centenaire. Dernier point, je ne serai pas trop longue, l'action. Je dois vous dire que de prime abord, j'ai été un peu frappée dans les premières interventions, le premier matin, par une terminologie assez martiale. On a parlé de mobilisation, d'engagement, on a parlé de campagne de labellisation, et on a même parlé d'un testament pédagogique, c'est Joseph Zimé, qui pour moi a immédiatement fait écho au testament des poilus. Voilà, donc j'ai été assez frappée par cette tonalité. Et heureusement sont arrivés d'autres termes que j'ai notés également. Notamment, je crois, Catherine Darouzé qui a évoqué l'émotion, l'incarnation, l'humain, la fierté, la confiance aussi que pouvait procurer la labellisation, la compréhension et aussi le plaisir dans lequel j'ai retrouvé le goût de l'archive, donc qui avait été pour moi, vous l'avez compris, un moteur premier. Cette question donc de l'action, elle m'a paru très intéressante, cette réflexion sur la mémoire, le lien entre la mémoire et l'histoire, le fait qu'il s'agit d'une notion de choix dans ce que l'on choisit de travailler dans le cadre d'un projet de mémoire et d'un projet d'histoire, et que ce choix est porteur d'enjeux et de projections. Il a été parlé de la place des femmes. Effectivement, Antoine Pro a regretté que cette place n'ait peut-être pas été aussi importante qu'elle aurait pu l'être. C'est vrai qu'on peut s'en étonner. L'égalité filles-garçons est aujourd'hui, je crois, une thématique particulièrement portée par l'Éducation nationale. Nous, en tout cas, aux Archives de la Gironde, ça avait été notre choix. En 2014, une exposition sur les femmes sur l'autre front, les femmes donc, en Gironde pendant la Grande Guerre. Je crois que cette question-là ne doit pas être refermée. Et en tout cas, pour nous, cette commémoration nous aura permis d'avoir cet outil, cette exposition, et de la faire vivre bien au-delà du temps de la commémoration, autour de ces questions que sont celles des droits des femmes. En creux aussi, peut-être, la question de la spécificité. Un élan, oui, mais quelle spécificité? J'ai beaucoup aimé l'intervention de Rémi Casals à cet égard, sur la spécificité de la commémoration de la guerre dans son sens large, et pas uniquement pédagogique.
Il y a eu effectivement pour nous, archivistes, le focus mis sur des sources d'archives, les registres matricules de recrutement militaire qui ont été entièrement numérisés et indexés par tous les services d'archives départementales pour donc être reversés dans ce qu'on appelle le grand mémorial, où ils ont rejoint notamment le fichier des morts pour la France. Il y a eu la grande collecte aussi, dont on a beaucoup parlé, qui elle aussi révèle une mémoire en creux, beaucoup de lettres de poilus conservées, très peu de documents relatifs à leurs femmes, à leurs filles et à leur mère, mais de nouvelles typologies documentaires donc, qui ont permis effectivement d'exercer cet esprit critique qui a été rappelé comme nécessaire dans tous ces projets portant sur des périodes historiques. Alors pour conclure, je reviendrai sur la citation qui a été faite de Pierre Laborie, que j'ai connu lorsque j'étais étudiante à Toulouse, sur la mémoire comme organisation des silences et des oublis. Ce qui s'ouvre devant nous, c'est effectivement l'entre-deux-guerres, c'est la guerre d'Espagne, c'est 39, c'est 40, jusqu'en 45. C'est aussi la guerre d'Algérie qui commence à faire l'objet d'un travail de mémoire et d'histoire dans les classes. J'ai vu qu'il y avait des témoignages, voilà. Comment assurer effectivement cette transition? Quelles sources mobiliser? Quelles ressources mobiliser? Ressources humaines, matérielles et en temps? Voilà, c'est une question que je laisserai ouverte, mais en vous remerciant toutes et tous pour la richesse, en tout cas, de ces journées. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, il revient naturellement au directeur général de la mission du centenaire de baisser le rideau, selon l'expression utilisée par nos grands témoins, de ces 3 très riches journées. Mais au moment de refermer l'ultime chapitre de ces assises pédagogiques du centenaire, qui clôture, le ministre vient de le dire, un cycle de commémoration au retentissement sans précédent depuis celle de la Révolution française, je voudrais revenir un instant sur l'alchimie à l'origine de ce beau succès qui intéresse bien évidemment au premier chef, recteur d'académie. Ce résultat à la hauteur du défi, lancé il y a maintenant 5 ans, et tout simplement à l'image de la coopération fructueuse qui a vu le jour au fil des années entre la mission du centenaire et toutes les académies qui, comme celle de Bordeaux et partout en France, se sont mobilisées autour de la mémoire partagée de ce qu'il est convenu d'appeler la Grande Guerre. Et je voudrais tout particulièrement rendre hommage à la qualité de ce lien partenarial sur lequel repose le succès qui a été rencontré par le centenaire dans tous nos établissements scolaires et dans toutes nos classes. Le pilotage qui a prévalu durant ces 5 années a en effet permis, cela a été rappelé, l'éclosion de multiples projets dans nos écoles et dans nos établissements scolaires, projets à l'initiative des équipes pédagogiques qui ont suscité tout à la fois l'intérêt, l'émotion, l'enthousiasme de tous nos élèves. Et la labellisation a bien évidemment pleinement accompagné ce mouvement dynamique. Il faut dire que la présence parmi nos interlocuteurs au sein de la mission d'un professionnel de l'éducation nationale, disposant de la double compétence pédagogique et scientifique, en la personne d'Alexandre Lafont, s'est révélée particulièrement utile et enrichissante. Je voudrais bien évidemment rendre hommage à la qualité de son travail, à son dynamisme, à son engagement de chaque instant à nos côtés, qui font honneur à sa vocation de professeur et d'historien. Et bien évidemment, le recteur de l'Académie de Bordeaux ne peut pas passer sous silence qu'Alexandre Lafont est un professeur de cette académie.
Parmi les atouts majeurs sur lesquels nous avons pu compter durant cette période, je voudrais également mettre en lumière le dévouement et le travail des référents académiques mémoire et citoyenneté et de leurs équipes départementales. Ils ont réalisé partout, on l'a dit, un travail remarquable, en particulier, bien évidemment, dans cette académie. Mais à partir des leçons que nous pouvons retenir aussi de ce centenaire, je voudrais émettre un souhait, le souhait que la dynamique de travail engagée autour des nombreux projets réalisés se poursuive, si possible, avec une meilleure harmonisation entre le premier et le second degré. Les résultats particulièrement fructueux que nous avons pu apprécier lorsque ce travail en commun était entrepris nous y engagent vivement. Et je crois que c'est là un souhait que peuvent relayer tous les collègues du premier et du second degré. Parallèlement à cela, la mise en synergie des différents services à vocation pédagogique au sein des académies, comme la délégation à l'action artistique et culturelle, la délégation académique aux relations internationales et à la coopération, mais aussi le CLEMI, sous le pilotage pédagogique des corps d'inspection, doit bien évidemment être cultivé et encouragé pour le plus grand bénéfice de nos élèves, pour transformer l'essai du centenaire, dans la mesure où, bien évidemment, si cette séance clôt une période de réflexion sur l'apport pédagogique du centenaire, elle n'a pas vocation à clore tout le travail qui a été entrepris et qui peut être largement poursuivi et enrichi. Et de ce point de vue, bien évidemment, dans nos établissements, dans nos écoles, il nous appartient de développer encore davantage, cela vient d'être rappelé avec beaucoup d'insistance, les démarches de projet qui s'appuient sur les programmes, qui permettent de croiser les disciplines, qui permettent aux professeurs de mettre en commun leurs connaissances et qui nous permettent de nous appuyer le plus possible sur les ressources locales, mais aussi, bien évidemment, sur l'ensemble des partenariats. À l'heure de ce bilan, l'un des axes forts sur lesquels nous devons capitaliser reste l'attention et la confiance qui ont été accordées aux élèves, qui ont démontré, et je crois que cela a également été ressenti par nous tous ici présents et soulignés dans les conclusions, à nos élèves qui ont démontré combien ils étaient capables de se dépasser, de se mobiliser sur la durée autour d'un objectif citoyen, le travail de mémoire, leur permettant de devenir citoyens plus intensément à leur tour. Et je voudrais dire combien la remarquable prestation des élèves du collège Lédaguet de Libourne lundi soir à l'hôtel de Libourne en a été un très beau témoignage. Pour conclure, je voudrais remercier et renouveler des remerciements à tous ceux grâce auxquels cette belle aventure a été possible. La mission du centenaire, monsieur le directeur général, bien évidemment, et son comité scientifique, dont il faut saluer le très remarquable travail. Nos partenaires des collectivités territoriales, au premier rang desquels la mairie de Bordeaux, qui nous a offert son hospitalité durant ces 3 journées, et je voudrais en exprimer toute ma gratitude à son maire, monsieur Nicolas Florian. Service des archives, qui ont été des sources précieuses pour les recherches de tous nos élèves et qui ont été particulièrement accueillants. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, partenaire de chaque jour, et bien évidemment l'ensemble des services de l'État qui nous ont accompagnés durant toutes ces années, mobilisant l'ensemble de leurs compétences. Merci à chacune et à chacun des intervenants qui, durant ces 3 jours, partageaient leur expertise, à l'ensemble des participants pour leur participation et leur écoute. Je ne saurais naturellement terminer ce propos sans rendre un hommage particulièrement appuyé à Michel Roch,
IAIPR honoraire d'Histoire et Géographie dans l'Académie de Bordeaux, co-organisateur de ces assises, qui a bien voulu ne pas partir immédiatement à la retraite, mais constituer son action à nos côtés, et qui a animé avec beaucoup de compétences, d'enthousiasme, de dévouement les travaux du comité académique aquitain. Je crois pouvoir dire, vous m'autoriserez cette formule, Monsieur le Directeur Général, que le succès de ces assises est aussi le sien, et je voudrais lui adresser des remerciements très chaleureux et lui exprimer, si vous le permettez, notre gratitude collective. Merci, cher Michel Roch. Je voudrais enfin souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous un bon voyage de retour. Vous inviter, avant cela, à venir partager le lunch qui va nous rassembler, je l'espère, dans un climat tout à fait convivial et amical au rectorat de l'Académie, dans l'hôtel de Pierrelaut, que vous connaissez maintenant très bien les uns et les autres, et formuler le souhait d'avoir, dans un très proche avenir, le plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre belle ville, notre magnifique département et notre inoubliable région de Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous tous. Bien, je vais faire très bref, je vous rassure, car, comme le dit l'adage, ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Alors, à vous écouter depuis 3 jours, on aurait le sentiment qu'il y a 2 dysfonctionnements majeurs dans ce centenaire pédagogique. Le premier, dans le département des Landes, je ne sais pas si notre cher collègue est encore là, dans le premier degré, mais évidemment, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis, le deuxième dysfonctionnement majeur, Rémi, c'est évidemment cette invitation qui n'a pas été honorée pour le monument des fraternisations à Neuville-Saint-Vaast en 2015. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une enquête sera ouverte, cher Rémi, j'en prends l'engagement. Je voulais vous dire que, comme Louise Touré, j'ai rencontré ma première commémoration à l'école, pendant le bicentenaire. Et j'avais un petit peu oublié cela. Et c'est son témoignage qui m'a permis de retrouver ce souvenir. Et c'était dans un projet pédagogique, en fin d'année. J'étais en classe de 3e au lycée Jacques Decour. Et je me souviens très bien parce que je jouais du violon. J'étais un médiocre élève, mais un bon violoniste. Et j'ai même sauvé mon année grâce au bicentenaire, puisque le conseil de classe approchant, et je devais sans doute être fusillé pour l'exemple quelques semaines plus tard, mais ma prestation dans une aria de Bach a attiré l'attention de mon professeur principal, qui était un professeur de mathématiques et de physique. Je crois que ma moyenne se situait entre 2 et 3 dans les 2 matières. Et il semble que ma prestation dans cette aria de Jean-Sébastien Bach a attiré une certaine forme de clémence devant le conseil de classe, qui fait que j'ai pu passer en seconde, grâce au bicentenaire. Je voulais vous dire plus sérieusement, puisqu'il a été dit depuis plusieurs jours que ce centenaire pédagogique avait été un succès, je voulais bien évidemment insister sur ce fait. Ce succès n'est pas le nôtre, mais c'est le vôtre. Et avant tout, vous exprimer notre gratitude. Gratitude aux enseignants de tous les degrés, y compris du premier degré. Et à l'ensemble des échelons, je l'ai souvent dit, ce qui m'a le plus frappé, ça a été notre capacité, avec notre petit commando parisien, de pouvoir arriver à vous parler à tous grâce à un dispositif qui a été efficacement monté depuis Paris, avec le soutien de la DGESCO, ça l'a été rappelé hier, avec le soutien sans relâche de l'inspection générale, nous l'avons dit, à travers le doyen honoraire Laurent Wirth et ses successeurs, et je vous salue à nouveau, puisque je n'ai pas pu le faire, car vous étiez dans le train.
avant-hier, et puis l'inspection générale n'a pas été qu'un cénacle de cerveau parisien. Elle nous a aussi branchés sur les inspecteurs d'académie, sur les DAZEN, sur tout ce maillage. Et je vous le dis, et je vous le confesse encore une fois devant vous, nous n'avions pas pensé ce dispositif des comités académiques, puisque nous avons imaginé la territorialisation de la commémoration à travers les seules préfectures, et c'est vraiment Alexandre Lafont qui a eu cette intuition importante de dire non, il faut un dispositif académique spécifique qui a permis de vous parler, de vous rencontrer. Donc je redis vraiment toute notre gratitude à tout ce peuple de l'éducation nationale, à toute la communauté enseignante, sans laquelle il est difficile de dire que rien n'aurait pu se faire, c'est faux sans doute, mais sans laquelle ce succès n'aurait pu, je crois, être orchestré. Et je n'oublie pas les partenaires de cette communauté enseignante, les opérateurs. On a vu Canopé nous a accompagnés tout au long de ces assises. Canopé a vécu sa transformation institutionnelle en passant du CNDP à Canopé, donc ça a été également une mutation importante. Nous avons été avec Canopé main dans la main, mais également, je pense, au service éducatif des archives départementales, je pense au service éducatif de tous les musées et mémoriaux. On l'a vu à travers le musée de la Grande Guerre, mais vous le voyez bien, la structuration de ces services éducatifs sont des points d'appui, des relais tout à fait fondamentaux pour votre travail. Je pense aussi au festival, Pascal Mériot a parlé on a marché sur la bulle, l'ensemble des partenaires culturels dans des établissements publics, nationaux, des EPCC ou tout simplement des festivals, ont fait une place à la commémoration et ont créé cette respiration tout à fait fondamentale, grâce à laquelle vous avez pu stimuler la créativité des élèves. Voilà, il a été question de bouillonnement. J'ai le sentiment que ça a été un tourbillon créatif dans lequel les élèves ont pris toute leur place. Moi, j'ai rencontré des élèves dans le monde entier. J'ai eu la chance d'accompagner une classe Picard dans la baie de Sydney. J'ai eu la chance de suivre des élèves aux États-Unis, en Allemagne. J'ai vécu des choses à l'étranger, en Slovaquie, en Grande-Bretagne, extrêmement émouvantes, où j'ai rencontré vos classes, j'ai rencontré vos collègues, et je dois vous dire que je retire de tout ça une très grande émotion, et je pense évidemment aux élèves le 11 novembre à Paris, et c'est cette émotion de s'adresser au monde entier dans un moment somme toute assez important, et je pense à ce qu'ils fabriqueront au cours de leur vie d'adulte avec cette émotion, que ce soit à travers un projet pédagogique en classe ou à travers cette exposition effectivement médiatique devant des grands de ce monde. Je vous invite à nouveau à consulter je ne sais pas si le testament, mais c'est cet ouvrage que nous venons de publier chez Canopé. Il y a la postface d'Antoine Pro qui dit deux choses. Le succès du centenaire, ça a été la légitimation interne des professeurs, le temps. Ça a été rappelé. C'est vrai que nous avons eu du temps, et c'est quelque chose d'assez rare dans nos vies bousculées sans cesse par des réunions, par des sollicitations, etc. Finalement, nous avons eu du temps. Vous avez eu aussi de l'attention, vous avez eu de la considération, vous avez eu de la reconnaissance à tous les échelons, les élus, les préfets, les recteurs, les ministres, les hautes autorités, et je crois que ça a aussi compté. Vous avez eu des ressources, car les commémorations, elles ont aussi cet avantage, c'est qu'elles permettent le déploiement de ressources exceptionnelles. Il faut en profiter, alors on n'a pas tout réussi, il a manqué des moyens, sans doute ça et là, mais grosso modo, je pense que le centenaire s'est aussi traduit par cet apport. Et ce que dit Antoine Pro également dans sa postface, c'est qu'à la reconnaissance interne dans l'institution, il y a eu la reconnaissance externe, qui est tout à fait importante, qui a permis, alors les médias, Emmanuel Laurentin l'a rappelé, ont orchestré de bout en bout un bruit médiatique autour de la commémoration qui a été tout à fait fondamental, vertueux, des documentaires, Apocalypse, alors on est d'accord, pas d'accord sur la couleur, sur ceci, cela, bon, mais sur toutes les chaînes du service public, mais pas que, à la radio, dans la presse, et la presse quotidienne régionale a été un compagnon de route de bout en bout, y compris pour la grande collecte dont il a été question. Vous savez que
c'est à travers les titres de la PQR que nous avons pu éditer le livre de la Grande Collecte, qui a été diffusé exclusivement à travers des grands titres. Alors pas tous malheureusement, mais l'essentiel des grands titres. Et je vous rassure, Sud-Ouest a été notre partenaire pour la diffusion de l'ouvrage de la Grande Collecte. Donc la reconnaissance externe, la projection de ces élèves devant le président de la République, devant le président allemand, devant la chancelière Merkel à Rotonde, devant les grands de ce monde le 11 novembre, je crois, a été aussi un élément de reconnaissance externe tout à fait majeur pour donner de la chair à tout ça. Je n'oublie pas l'activisme des associations citées par Rémi Casal tout à l'heure, les associations d'anciens combattants évidemment, qui ont pu parfois se sentir un petit peu dépossédés, puisque au fond, il n'y avait pas que sur le champ de bataille de la commémoration, je pense aussi aux sociétés savantes. Moi, je garde systématiquement toutes les monographies savantes territoriales qu'on m'adresse. J'ai un département, une pile dans mon bureau. J'ai plusieurs centaines d'ouvrages sur les monuments aux morts, les poilus. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a eu cette production de ressources d'une très grande érudition à l'échelon local, qui est aussi un legs majeur du centenaire, activisme des enseignants et activisme donc, des associations et de toute la communauté enseignante. Alors, pour finir, les grandes interrogations sur l'après-14, puisque depuis 2012, on se demande si on va connaître le même sort que le bicentenaire, c'est-à-dire l'effondrement, la lassitude, le trou de l'après. Je pense quand même que ce ne sera pas le cas et qu'il y a quand même des éléments qui nous différencient du bicentenaire. Tout d'abord, la mémoire sociale et familiale de la Grande Guerre, qui n'est pas la même que celle qui sépare les commémorateurs de 89 à la Révolution. 100 ans, c'est plus près, et surtout, il y a encore cette mémoire incandescente dans les familles, à travers les objets, les documents, et que ça, c'est, si vous voulez, un élément moteur qu'il ne faut pas occulter. Il y a également le phénomène du tourisme de mémoire qui va continuer à amener sur le champ de bataille dans les musées mémoriaux des visiteurs du monde entier. On a parlé de la Picardie, des Allemands, des Australiens dans la Somme. Je pense que, et les Britanniques évidemment, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Je pense aussi à l'infrastructure du champ de bataille qui a été considérablement rénovée, enrichie depuis maintenant 10 ans. Le musée de la Grande Guerre de Meaux ouvre juste avant l'ouverture du cycle, le 11 novembre 2011, mais une quinzaine d'équipements ont été bâtis, rénovés, construits, améliorés. Le mémorial de Verdun a fait peau neuve, le chemin des Dames va rénover la caverne du Dragon, le Hartmanns-Willerkopf a construit un musée de scie. Donc je pense que cette infrastructure, elle est posée, et il appartient au directeur de ces équipements de construire une offre dynamique et à créer un espace interstitiel entre les cérémonies, entre les cycles commémoratifs pour fabriquer une offre culturelle attractive, dynamique, qui attirera les visiteurs. De toute façon, les collectivités locales ont investi dans ces équipements. Elles doivent maintenant les faire vivre et ça passe évidemment par une fréquentation maintenue après le centenaire. Il y a également un élément qui a été évoqué, que la commémoration elle-même va devenir un objet d'histoire et un objet d'étude. Les archives, nous sommes en train nous-mêmes de verser nos archives aux archives nationales, mais les archives départementales aussi vont permettre d'offrir à des monographies départementales, communales, cantonale, et cela va maintenir, je pense, éveiller le regard, en tout cas le regard scientifique, universitaire et des médias, j'espère, un petit peu sur la commémoration comme objet social, comme phénomène social, par sa durée, par son intensité, par ses manques, par ses etc., par ces trous, sans doute. Il y a eu aussi un changement de paradigme, vous l'avez dit, dans l'école, mais il y a eu un changement de paradigme commémoratif. Nous sommes sortis d'une mémoire exclusivement combattante. Le 14-18 n'est plus simplement l'apanage du monde combattant, c'est une mémoire vivante, c'est une mémoire de toute la nation. Et notre groupement d'intérêt public a expérimenté cette mutation en proposant un dispositif interministériel ouvert aux affaires étrangères, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a eu une dilatation, et cette dilatation, on va la retrouver. On l'a retrouvée en chemin, dans les rites commémoratifs, dans cette commémoration sur le web, sur la généalogie, la consultation des archives en ligne. Tout ça a révolutionné les pratiques commémoratives. La commémoration ne se résume plus à la cérémonie. Nous sommes passés dans des logiques de saisons commémoratives, des pratiques qui se sont considérablement diversifiées, enrichies. On l'a bien vu à travers ces 3 jours. Et je pense que ça aussi, ce sont des éléments, si vous voulez, prometteurs et d'avenir pour les futurs cycles commémoratifs que vous aurez à orchestrer. Demain, le 75e, après-demain, 80, 100, guerre d'Algérie, Indochine, etc. Donc c'est à vous maintenant de tirer les leçons et de comprendre cet enrichissement du rite commémoratif. J'espère que nous capitaliserons tout ce qui s'est fait de riche et de créatif et que cela pourra être transposé
Je pense aussi à l'Allemagne qui a proposé une commémoration. Ne pensez pas que l'Allemagne n'a pas commémoré 14-18, ce n'est pas vrai, elle l'a fait différemment et elle l'a fait avec un souci d'actualisation. Souvenez-vous, le livre de Clark, Les Somnambules, Frank-Walter Steinmeier à l'époque était ministre des Affaires étrangères, il a sans cesse invité les jeunes Allemands à regarder le monde aujourd'hui, les crises actuelles. En 14, les Allemands ont commémoré l'entrée en guerre en regardant la Syrie et l'Ukraine. Et ça, c'était tout à fait frappant. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure, c'était Emmanuel Laurentin, la question de savoir s'il fallait relier les sorties de guerre aux crises actuelles. Alors ça explique les Allemands le font, et je pense que ça c'est la différence fondamentale. La différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, ça n'a pas été de dire la France a été obsédée par la guerre de 14 et l'Allemagne n'a rien fait, c'est faux. L'Allemagne a commémoré à un échelon décentralisé, et l'Allemagne a regardé le monde d'aujourd'hui, car là les Allemands cherchent les messages civiques à portée immédiate. Ils ont une culture civique très forte, très vigoureuse, bâtie, c'est vrai, sur la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, mais 14-18 est rentré désormais dans le corpus mémoriel des Allemands, et ils ont sans doute mieux travaillé que nous ce lien avec l'actualité immédiate, avec les enjeux contemporains. La rectrice, Madame Campion, me disait qu'elle envisageait de conserver son comité académique du centenaire. C'est peut-être une piste. Vous savez que nous conservons les comités départementaux du centenaire sous l'autorité des préfets, mais qui vont muter pour être des comités de politique mémorielle. Je crois que c'est la DPMA qui a la main au ministère des Armées pour garder cette ouverture, car on a ouvert les fenêtres, et quand je vous dis que nous ne sommes plus simplement dans une mémoire combattante, c'est aussi que ces comités locaux ont fait venir des acteurs nouveaux, les sociétés savantes, l'université, les acteurs de l'école évidemment, les collectivités territoriales qui sont l'avenir des commémorations, et donc dans cette alliance pédagogique, dans ces partenariats que le recteur Olivier Dugrip rappelait à l'instant, c'est dans ces comités territoriaux que tout ça va fermenter et bouillonner. Peut-être qu'il faut aussi garder les comités académiques dans cette dynamique, et ils pourront, je suis sûr, rendre d'autres services. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous remercier vigoureusement, remercier à nouveau l'Académie de Bordeaux et le recteur Olivier Dugrip de nous d'avoir enfanté un conseiller pédagogique de la qualité d'Alexandre Lafon. Je voudrais inviter à me rejoindre pour... Pas pour lui donner la parole, rassurez-vous, mais à l'image de l'hommage qui a été rendu légitime par le recteur Dugrip à Michel Roch, je voudrais vous dire que sans Alexandre Lafon, il n'y aurait pas eu cet extraordinaire, je crois, centenaire pédagogique. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses à mon petit niveau, et vous dire que de tous les champs d'action que la mission du centenaire a investi depuis 2012, le champ pédagogique est celui dont nous sommes le plus fiers, celui dont je pense, pour lequel nous avons obtenu les meilleurs résultats, la meilleure synergie avec vous. Et donc, je voulais vous dire que tout ça n'aurait pas eu lieu sans le travail acharné d'Alexandre Lafon. Voilà. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je tenais à vous remercier pour le travail que vous accomplissez dans le cadre de la mission du centenaire. Elle nous a accompagnés magnifiquement dans cette mobilisation pédagogique qui n'a d'égal à ce jour que la commémoration du bicentenaire de la Révolution. Comme vous avez pu le noter vous-même ce week-end à propos d'un début de polémique sur la place de Verdun dans les programmes de première, cette histoire et cette mémoire sont encore vives. Et de ce point de vue-là, c'est positif. Bien évidemment, la bataille de Verdun sera étudiée en première, comme elle l'est aussi en troisième. Il est hors de question, évidemment, d'occulter en quoi que ce soit la bataille de Verdun. Je rappelle d'ailleurs que la bataille de Verdun n'était pas mentionnée dans les précédents programmes. Tandis que dans les nouveaux programmes, nous avons voulu que les élèves étudient à nouveau, de façon chronologique, les grandes phases de la guerre sur tous les théâtres d'opération. Il y a donc tout un passage sur la guerre de position. L'un des points de passage est la bataille de la Somme. Et nous le savons tous, la bataille de la Somme ne se comprend qu'au regard de la bataille de Verdun, puisque la bataille de la Somme a été une façon aussi de soulager Verdun et d'apporter un nouveau front qui lui-même a conduit à la victoire. Verdun est donc bien au programme, et nous allons préciser autant que ce sera souhaitable ce point, notamment dans les documents d'accompagnement. Mais évidemment, nous n'avons pas fait tout ce travail sur le centenaire, nous n'avons pas fait toute cette mobilisation sur les programmes, nous n'avons pas cette sensibilité sur les enjeux de la Première Guerre mondiale et de son histoire pour aujourd'hui occulter en quoi que ce soit Verdun. Au contraire, Verdun sera plus étudié désormais que précédemment, puisque c'est plus explicite et que nous l'avons et en troisième
et en première, selon des angles différents, ce qui est bien normal. Merci à vous tous, merci encore pour tout ce travail qui nous rend collectivement fiers de notre belle maison, la maison de tous les Français, l'école de la République. Merci.